Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en juillet 2024 et c'est l'épisode 374. À croire même qu'il fait un petit peu beau là aujourd'hui au moment où on enregistre. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'intelligence artificielle cet été? Du nouveau sur les aspects réglementaires en Europe avec notamment le NFC sur l'iPhone, mais aussi le réseau social X, ex-Twitter. Quelques autres infos que j'ai compilées pour vous. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve pour la première fois un nouvel invité et un co-animateur pour cet épisode. Il est rédacteur en chef du site Presse Citron, c'est Romain Vitte. Salut Romain, comment vas-tu? Bonjour Guillaume et bonjour à tous, ça va très bien. C'est un grand plaisir de t'avoir parce que, alors plusieurs choses. Déjà, ça a très longtemps maintenant, mais c'est un nom qui va te parler. J'ai eu la chance de faire un épisode avec Éric Dupin, qui était le fondateur de Presse Citron, si je dis pas de bêtises. Et Presse Citron a bien grandi depuis. Il grandissait déjà évidemment à l'époque, mais il a grandi aussi depuis. Et on se suit notamment sur les réseaux sociaux parce qu'évidemment on a des centres d'intérêt communs, vous l'avez compris. Et donc, on n'a jamais eu l'occasion de se parler. Et alors, il y a une petite anecdote aussi que je dois livrer, c'est que tu habitais, Romain, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, à Amiens, et on ne s'est jamais vu. Et non. Tu t'es un petit peu éloigné d'Amiens, tu me le disais tout à l'heure, mais c'est pas finalement très très loin. Donc peut-être que cet épisode va provoquer le fait qu'on se cale une date pour aller boire une bière. C'est un peu c'est l'histoire des rendez-vous manqués. À chaque fois que quelqu'un est dispo, l'autre ne l'est pas, mais on va bien finir par se croiser à un moment donné. Ouais. Effectivement, c'est un peu il y a un signe comme ça, il y a un signe du destin, mais voilà, on va braver le destin. Après, il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui sont surpris quand je partage cette info, mais alors je sais pas si tu le savais toi-même, mais je n'ai jamais rencontré physiquement Guillaume Poggiaspala, par exemple. On ne s'est jamais vu. Ça fait pas loin de 10 ans, je pense, qu'on fait des podcasts ensemble et on ne s'est jamais vu. Peut-être qu'on s'y retrouve aussi à pas se rencontrer en vrai. Tu vois, je lui ferais peur si jamais me rencontrait en vrai. On préfère pas se voir. Okay. Bon, on peut tenter l'expérience, mais j'espère que tu n'auras pas peur du coup pour le. Écoute, j'espère aussi que tu n'auras pas peur de moi si jamais on se rencontre. Non. Écoute, merci en tout cas d'accepter de partager un moment en ma compagnie et en la compagnie des auditeurs et des auditrices. Je voudrais citer tout d'abord les personnes qui ont accepté de soutenir Tech Café. Depuis le dernier épisode, sur Patreon, patreon.com/techcafé, il y a ZZ. Alors ça s'écrit ZZ minuscule, ZZ majuscule et ZZ minuscule. Donc ça, c'est un pseudo intéressant, ça fait ZZ. Il y a Guillaume Saramagnan, Sébastien Longueville et Michel Gros qui ont rejoint la flotte des soutiens Patreon pour Tech Café et qui ont accepté de nous accompagner et qui bénéficient en échange d'un flux qui leur permet d'ajouter le podcast dans leur app préférée, leur app habituelle, et d'écouter les épisodes sans la pub. Et puis, surtout, ça leur permet de participer à la durée de vie, à la longévité de Tech Café dans le temps, et de s'assurer que les épisodes sortent envers et contre tout, quel que soit le contexte d'actualité et quel que soit notre contexte personnel. Donc, si jamais vous appréciez Tech Café parce que ça vous informe dans vos transports, dans les bricolages, dans les moments de vie que vous avez dans votre maison, le ménage, etc. Voilà, vous savez que vous pouvez nous soutenir et vous garantir que les épisodes resteront dispo le plus longtemps possible. Et puis, je compte sur vous aussi, si jamais vous ne l'avez pas déjà fait, mais pour déposer un avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Ça permet de montrer que Tech Café est un podcast qui est apprécié par ses auditeurs. Et si jamais quelqu'un tombe sur un épisode, il sait qu'il peut faire confiance à la somme des avis et puis s'abonner une bonne fois pour toutes et profiter des épisodes. Je voudrais citer Crewhawk qui a déposé un avis sur Podcast Addict. Vous allez voir, c'est rigolo. Tech Café avec les érudits Guillaume Vendée et Guillaume Poggiaspala est une pépite pour les affamés de savoir tech. Chaque épisode dévoile les impacts de la technologie avec une actualité rare, surtout sur les IA génératrices. C'est une mine d'or d'informations et d'analyses qui transforme l'auditeur en visionnaire à découvrir absolument pour quiconque souhaite naviguer au cœur de l'innovation et embrasser le futur de la technologie avec les petits émojis étoiles. Donc là, on se dit que c'est quelqu'un qui a l'habitude de rédiger des choses qui sont très convaincantes. Et il met, entre parenthèses à la fin, rédigé par GPT-4 avec un petit clin d'œil. La boucle est bouclée. Bise, merci beaucoup à toi de t'être prêté à l'exercice de déposer un avis, même rédigé par ChatGPT. Avant qu'on aborde les news qui sont pas, alors vous vous en doutez, les news de l'été dans le domaine de la tech, c'est pas ce qui est de nature
à être des choses qu'on doit absolument pas manquer pour être au courant. Mais je trouve que c'est quand même cool parce qu'il se passe toujours des petites choses et puis ça permet de se tenir au courant. Et puis on apprécie de parler tech. Je pense que de ton côté, c'est pareil, Romain, quand tu gères un site d'actu avec de la tech, bah forcément, les mois de juillet, août, c'est pas les mois où il y a un boulot le plus débordant qui est le plus captivant, non? Je dis des Alors, bêtises? c'était vrai avant. Ça allait beaucoup moins maintenant. Ouais. En fait, maintenant, c'est ce qu'on se fait souvent comme réflexion avec les confrères. C'est qu'avant, on avait vraiment des périodes de creux pendant l'été, donc on sortait un petit peu les marronniers, tu vois, c'est ce qu'on appelle les marronniers, les sujets comment protéger son smartphone de l'eau ou des Ouais. choses comme ça. Là, on a des marques qui n'interviennent plus dans les salons, des grands salons de tech, et du coup, ils étalent toutes leurs annonces sur l'année, notamment en été. Par exemple, là, en juillet, Samsung a annoncé sa nouvelle gamme de téléphones pliants. Et en août, Google va annoncer ses nouveaux smartphones haut de gamme aussi, en début du mois d'août, alors que tout le monde part en vacances. Mais en fait, on n'a plus vraiment de creux. Il y a toujours des sorties tout au long de l'année. Et d'ailleurs, c'est un peu regrettable. C'est ce qu'on se dit aussi avec nos confrères, c'est que du coup, on n'a pas de temps de pause pour prendre du recul, faire un peu plus d'analyse, parler de choses du quotidien un peu plus avec nos lecteurs. Et c'est un peu dommage, mais bon, après, on est obligé quand même on peut pas ne pas le faire. Ouais, bien sûr. C'est certain. Bien sûr, non, c'est intéressant que tu dis ça et que ce soit un changement un petit peu des marques et des entreprises du domaine de la tech qui sortent des choses l'été. Je pense que c'est directement en lien avec la guerre de l'attention. Il y a une telle saturation du temps d'attention des gens, que ce soit à titre particulier ou même quand on représente une entreprise, que on essaie de trouver tous les leviers possibles quand on est une marque comme Apple, comme Samsung. Et donc, profiter de l'été, là où il n'y a pas forcément des concurrents qui viennent prendre la parole sur les mêmes sujets. Ça peut être intéressant, ça peut être une fenêtre de tir plutôt cool. Écoute, c'est intéressant en tout cas que tu partages ce sentiment. Juste avant qu'on illustre très concrètement ce que tu viens de dire en plus avec des news d'annonces et de sorties en France, je voulais juste relayer Olivier D qui, sur le serveur Discord de Tech Café, que vous pouvez rejoindre sur techcafé.fr/Discord, a mis en lien et il a mis en avant une incitation à participer à une consultation de la Commission européenne sur les exigences d'éco-conception des ordinateurs. Donc c'est ouvert à tout le monde. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que le lien doit pas être bon, puisqu'en fait il avait partagé un lien dans le Discord et moi j'ai dû en remettre un autre. Ou en tout cas, il y a une... Ah oui, non, ça a été actualisé, pardon, puisqu'il y avait une consultation qui avait été faite. Et il y a une consultation publique qui est ouverte, mais je me rends compte qu'elle se termine aujourd'hui, en fait. Elle avait commencé le 25 avril, mais en tout cas, le but était que la Commission européenne souhaitait connaître notre point de vue sur un certain nombre d'éléments liés à la durabilité des appareils, des ordinateurs, avec la durée de maintenance, la durée de mise à jour. Il y a deux infos, en fait. Bon, d'une part, ça, c'est intéressant si jamais j'arrive à sortir l'épisode dans la foulée de notre enregistrement et que vous êtes intéressé, allez répondre aux quelques questions qui sont posées. Mais globalement, c'est vrai que le site de la Commission européenne ouvre aussi des consultations assez régulièrement qui peuvent être propices à donner notre avis. Alors, on a tous parfois un sentiment de se dire « Oh là là, mais on ne nous écoute jamais, les politiques sont coincés dans leur siège, ne se confrontent pas à la réalité de la vie des gens. » Mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a aussi ces consultations publiques qu'il faut savoir les guetter. Donc, si jamais vous ne voulez pas manquer les futurs liens de ce type et les futures consultations, on les relaiera sans doute sur le serveur Discord, comme ça a été le cas. Sans autre forme de procès, on passe aux infos de l'été, à commencer avec, d'une part, ça va aller peut-être très très vite, mais peut-être que tu pourras nous en toucher un mot, Romain, de ton côté. Je ne sais pas quelle prise en main tu as pu avoir ou ne pas avoir, mais le Vision Pro est sorti en France. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Est-ce qu'il y a du nouveau sur le fond du produit? Pas forcément, voire même, ça ne semble pas déplacer les foules dans les Apple Store. Et je crois même que le jour du lancement, à l'ouverture, il y avait quelques personnes qui faisaient la queue et surtout des curieux qui venaient tester. Les préconisations des personnes qui ont testé le Vision Pro sont systématiquement les mêmes. C'est ne l'achetez pas, mais si vous pouvez le tester, testez-le parce que c'est bluffant. Et j'ai croisé plusieurs personnes qui m'ont confirmé le fait de l'avoir testé, ne pas du tout avoir envie de débourser les près de 4 000 € nécessaires à l'acquisition, mais qui en reviennent quand même convaincus.
Est-ce que tu avais testé, toi, Romain, le Vision Pro? Est-ce que tu as mis la main dessus? Est-ce que la sortie en France a été une opportunité pour toi? Ou est-ce que ça te laisse un peu de marbre? Alors, pour le coup, j'ai eu la chance de l'avoir avant la sortie en Ok. France. On n'a pas été aux États-Unis le chercher, de notre Ouais. côté, mais il y avait une entreprise française qui permettait de le louer. Donc, Ah. moi, je l'ai gardé 1 mois. Alors, j'ai gardé la version américaine, donc j'ai utilisé Mhm. un compte américain parce qu'il y avait ces limitations-là. Mais je l'ai utilisé du coup pendant 1 mois et je dois bien avouer que je comprends et je rejoins un peu toutes les critiques, qui sont faites, tous les retours qui sont faits sur ce produit. C'est que c'est incroyable à utiliser, à tester, pendant 20 minutes ou une demi-heure dans un Apple Store. Mais au quotidien, en fait, c'est pas extraordinaire, quoi. En fait, il y a vraiment rien de réinventé. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que Apple, a réussi à proposer le casque de réalité mixte le plus avancé du marché. En même temps, pour 4 000 €, c'est un petit peu normal, puisque les autres, le plus cher après, Apple, c'est, HTC, et on est à 1 000 €, donc et c'est déjà un casque techniquement, plutôt avancé. Mhm. Mais en fait, le vrai problème, c'est, bon, le prix déjà qui est, mais pour tout produit naissant, c'est toujours très cher. Après, c'est surtout les usages où, c'est très limité parce qu'il y a pas, tous les services de streaming, il y a pas du tout de jeux vidéo, qui est quand même, un usage, très intéressant en fait, Mm. en réalité virtuelle. Il y a plein de limitations, techniques. Le fait d'avoir une batterie dans la poche, et une autonomie limitée, bon, bah, du coup, ça limite, les usages et le temps d'utilisation. On peut bien sûr le brancher en continu, mais du coup, c'est un produit qui devient, sédentaire, donc on reste sur son bureau, on le porte sur sa tête. Puis surtout un produit très lourd, donc ça tire très vite sur les cervicales. Moi, au-delà de 20-30 minutes, ça me compresse un petit peu le visage et ça me tire sur les cervicales. Alors après, c'est très subjectif, hein, parce qu'il y a peut-être des utilisateurs qui ne le ressentent pas du tout. Ça, c'est mon retour, d'expérience personnelle. Après, bon, c'est aussi un produit très osé et très risqué, pour Apple. J'avais écrit un édito sur ça où, en fait, Apple, dans sa stratégie, c'est encore une marque qui est hyper dépendante de l'iPhone. Quand on regarde les résultats, il y a 50 % du chiffre d'affaires, c'est généré par l'iPhone et les services qui sont associés, sont la deuxième part, je crois, des résultats. Mm. Donc, comme le marché des smartphones arrive à saturation, et c'est un marché très mature, le taux de renouvellement, est beaucoup plus lointain. En fait, les gens, changent de téléphone tous les 3 ans. Et il y a 5 ans de ça, on était encore à 2 ans. Donc, ils ont déjà opéré un truc, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté les prix de l'iPhone pour, pour maintenir les marges, en fait, hein. Ils en vendent moins, mais, il y a plus de valeur. Donc en valeur, ils s'y retrouvent. Donc les actionnaires sont toujours contents. Par contre, il faut qu'ils préparent l'après, iPhone. Il va bien falloir qu'ils réussissent à trouver quelque chose pour continuer à garder cette croissance et à satisfaire les investisseurs, les actionnaires. Et donc pour eux, c'était le Vision Pro, ce produit d'avenir, ce renouveau. Pour l'instant, ça a quand même du mal à prendre parce qu'il n'y a pas de réinvention vraiment, qu'il y a, des dizaines de marques qui, depuis 10 ans, essayent de proposer quelque chose. Et pour l'instant, ça prend pas trop, quoi. Les gens, ils ont pas l'air, Mm. très, très, attirés par ce type de produit, hein, toutes marques confondues, pas que Apple. Et du coup, encore moins quand ça coûte 4 000 €, forcément, ça limite déjà la cible, hein, j'imagine. Donc, à voir ce que ça va devenir, parce qu'on sait qu'Apple, ils sont très forts pour démocratiser des produits, mais le démarrage, il fait un petit peu, flop par rapport à toute la strate marketing qu'il y avait autour, Mm. pour le moment. Bah, les projections d'ailleurs indiqueraient que Apple n'en vendrait pas plus de 500 000 cette année. Alors oui, bon bah, enfin déjà d'en vendre quelques centaines de milliers, c'est remarquable à la base, mais pour une entreprise comme Apple, ça veut dire qu'à ce stade, ils n'ont pas réussi à trouver l'équation, à résoudre l'équation parfaite qu'ils arrivent habituellement à faire sur la plupart de leurs produits, c'est-à-dire d'arriver à offrir un produit qui soit extrêmement compétitif par rapport à ce qui se passe dans la concurrence au niveau des fonctionnalités, au niveau des usages, au niveau de l'expérience utilisateur, à un prix qui permet quand même au grand public de l'acquérir, pour avoir une base installée qui crée un cercle vertueux pour les développeurs. Là, aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à convaincre sur cette année 1.
je pense qu'il faut, une nouvelle fois, on va se répéter, mais le fait que ce soit non pas le Apple Vision, mais le Apple Vision Pro montre que c'est l'archétype du produit idéal selon eux, qui devrait dessiner une direction pour les années à venir. Il n'empêche que je ne suis pas certain que on arrive facilement à avoir un Vision tout court qui soit peut-être un peu moins performant, un peu moins cher, un peu plus léger, mais qui résolve totalement ce problème de une fois que je l'ai sur mon étagère. Et j'ai pas forcément envie de porter un casque tout le temps. À suivre, évidemment, à C'est l'avenir. ça. C'est vrai, je pense que tu parlais des chiffres IDC qui sont tombés Ouais. et qui, en effet, confirment un petit peu que la tendance n'est pas forcément favorable, mais Mmh. ça reste quand même, ça c'est important de le souligner, c'est quand même la marque qui, en même pas un an, a réussi Ouais. à vendre le plus de casques de AR/VR dans le monde. Mmh. C'est un record, donc ça, ils sont déjà leaders, ça on peut pas leur enlever, mais c'est aussi la force de la marque, j'imagine. Et en effet, les perspectives, il y avait alors 2 étapes, c'est, l'internationalisation, c'est très dur à dire. Donc à partir de maintenant, il y avait que les chiffres des États-Unis, donc il faut voir comment ça va être accueilli ailleurs et surtout, ce que souligne aussi, le big boss, de IDC, c'est est-ce que, ils vont réussir à développer des usages qui vont permettre de Mais oui. l'adopter, en masse? C'est surtout les usages, en fait, qui vont Mmh. tout définir par la suite. Tu aurais une idée, toi, d'usage, idéal vers lequel il faudrait totalement se plonger? Parce que, quand je regarde, il y a quoi? Il y a l'expérience de visionnage de vidéos, mais bah, qui, a priori, permet d'offrir quand même une expérience qui pourrait être suffisamment sympa, difficile à partager en famille, en couple, avec des copains, mais quand même plutôt sympa. Il y a le divertissement, le jeu, mais bon, Apple n'est pas forcément, Bah, oui. l'entreprise reine dans le monde du jeu vidéo, même s'ils aimeraient l'être. T'as des idées, toi, de ce qui Bah, pourrait convaincre en termes déjà, d'usage? si la plupart des services de streaming ou même, voire tous étaient disponibles, Ouais. ça donnerait déjà de l'intérêt au casque parce qu'il deviendrait, le meilleur appareil de divertissement en solo et c'est Mmh. important de souligner le solo parce que c'est aussi ça l'autre limitation, et ça c'est du Vision Pro et de tous les casques en fait, c'est que ce sont des produits qui isolent donc ou qui nous laissent, seuls. Alors j'en ai discuté avec plein de gens et en fait ce qui revient, ce qui est intéressant et j'y avais pas pensé tout de suite, c'est que, la population grandissant et les logements étant maintenant, beaucoup plus limités, on va moins en construire, hein, forcément. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vont être de plus en plus dans des plus petits logements et en gros avec qui j'échangeais me disait: «En fait, pour les gens qui habitent dans des petits espaces, c'est un super produit parce que ça permet d'avoir un très grand écran dans un tout petit salon, d'avoir, une très grande interface de jeu dans un tout petit salon. Ça permet d'avoir une salle de cinéma chez soi» et en fait, ce raisonnement était pas bête. Mmh. Le vrai, souci, c'est que pour l'instant, il y a pas les services, donc déjà pour la partie cinéma et puis le grand absent, c'est le jeu vidéo et historiquement, Apple, comme tu le disais, dans le jeu vidéo, ils ont jamais fait grand-chose. Là, ils ont fait des tentatives sur l'iPhone et c'est un échec colossal. En fait, ça vient de tomber à l'heure où on enregistre là. Les ventes de jeux vidéo sur l'iPhone, les jeux AAA comme Resident Evil ou Assassin's Creed, ils se sont très peu vendus. Donc, je ne sais pas trop comment ils pourraient intégrer cet usage dans le casque. Pourtant, pour moi, c'est un indispensable. Mmh. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a une conférence WWDC à Apple, on se dit, «Ah, c'est bon là, ils ont trouvé, la recette miracle pour nous convaincre et convaincre surtout les développeurs de jeux de les porter sur Mac, sur, iOS et cetera et cetera» et vraiment, je pense que j'ai l'impression ils sont dans la bonne direction, mais ça marche pas, hein, ça prend pas. Je pense que Ouais. c'est difficile de concurrencer ce Et qui est puis déjà installé. c'est aussi psychologique et c'est très européen et américain aussi. Alors peut-être moins aux États-Unis. Heu, les jeux AAA sont vendus une quarantaine d'euros sur l'App Store. Ouais. Pour un Français ou un Européen, c'est inenvisageable de dépenser cette somme dans un jeu mobile. Mmh. Alors qu'en Asie, par exemple, aucun problème. C'est Ouais, tout à fait. tout à fait possible. C'est comme un Mmh. jeu de console pour eux, il y a pas de problème. Ah ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est des titres qui potentiellement, il faudrait mettre des gros guillemets et comparer ce qui est comparable, mais on a des jeux sur console qui sortent maintenant à 70 € et ça choque personne. Par contre, effectivement, psychologiquement, projetez-vous, en train de vous dire: «Je vais acheter un super jeu qui vient de sortir, mais sur votre smartphone, simplement sur votre smartphone pour 70 €». Je pense que ça ferait effectivement tiquer beaucoup de Oui monde. Tu raison. et c'est paradoxal en plus parce que, la console la plus vendue, c'est la Switch, qui est une Ouais. console qu'on peut transporter.
Le téléphone, c'est l'appareil qu'on transporte le plus avec soi, donc on a une console dans sa poche. Paradoxalement, on devrait être en mesure de se dire, bah, je vais, quitte à dépenser de l'argent dans un jeu, autant le mettre sur mon téléphone vu que je l'ai tout le temps sur moi. En plus, maintenant, il y a plein de manettes qui sont très bien optimisées pour le jeu mobile. Donc, et il y a eu plein de consoles en plus qui sont sorties en 2023. C'était vraiment la folie sur les sorties des consoles avec des performances de PC. Là, les puces d'Apple, elles permettent de faire tourner des jeux avec une qualité graphique exceptionnelle. Et pourtant, on n'a pas cette philosophie-là en Europe. Ah, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est presque de l'ordre du culturel ou du sociétal. Donc écoute, en tout cas, à suivre côté Apple. Bon, en tout cas, voilà, hein, si vous l'attendiez et que vous n'aviez pas vu passer l'info, vous pouvez vous rendre dans un Apple Store en France et tester l'Apple Vision Pro. J'aimerais bien le tester quand même. J'ai toujours pas testé et je pense que ça mérite de faire l'exercice. Autre annonce de l'été et d'une grande marque, et en plus d'une grande marque concurrente d'Apple, c'est Samsung, alors qui vient justement illustrer ce que tu disais tout à l'heure en intro, qui est le fait qu'ils font des présentations sur pas mal de leurs produits là en plein mois de juillet, début juillet. Donc ça, c'est intéressant à suivre. Ce qui était intéressant aussi à relever, disons-le, c'est que la présentation, enfin la conférence a été faite à Paris. Est-ce qu'ils veulent surfer sur les Jeux Olympiques? C'est fort possible. En tout cas, la France a son petit quart d'heure de rayonnement international puisque la presse internationale était présente pour suivre les annonces de plusieurs produits. Il y a des nouveaux smartphones pliants dans les versions 6, donc les Fold et les Flip, on va en toucher un mot. Il y a des nouvelles montres, la version Samsung Galaxy Watch 7 et la Samsung Galaxy Watch Ultra. Et puis, des produits à porter. Il y a notamment la Samsung Galaxy Ring qui avait été teasée il y a de ça quelques mois. Et des écouteurs. Donc, on va les reprendre peut-être par gros paquets. Et je vais essayer de pas trop en dire parce que j'ai peur qu'on y passe trop de temps. Et il y a beaucoup d'infos que vous retrouverez partout, notamment sur le site Presse Citron de toute façon. Mais vous retrouverez beaucoup de détails, beaucoup de comparatifs. Ce qui est plus intéressant, c'est d'identifier les 2-3 éléments qui nous sautent un petit peu aux yeux. On va peut-être commencer avec les smartphones pliants. Donc il y a les Samsung Galaxy Fold 6 et les Samsung Flip 6. Donc deux versions de pliage que vous connaissez maintenant, le pliage au format livre et le pliage au format clapet, avec finalement pas des milliers de choses qui changent, hein. C'est du design principalement qui évolue, avec un design peut-être un petit peu plus pro, j'allais dire, un petit peu plus sérieux, peut-être un angle un peu plus masculin pour certains regards. Des écrans qui ont été un petit peu revus, mais dans les grands principes de dimension, ça ne change pas grand-chose. Il y a les capteurs qui sont un petit peu différents et qui évoluent, comme les bonnes vieilles itérations dont on a l'habitude en matière de smartphone maintenant. Et donc là, ça se concrétise encore plus. Le principe fondamental de la charnière tel qu'il est présenté par Samsung ne change pas, avec, en tout cas pas en apparence, peut-être que derrière le capot, quand il y aura des démontages, on verra des choses très importantes qui changent, mais en tout cas Samsung continue à avancer le chiffre de 200 000 ouvertures, je crois, qui permettent de garantir le comportement de l'appareil. Alors ce qui, moi, me paraît toujours un peu détonnant, parce que c'est un peu comme le nombre d'heures d'une ampoule électrique à l'époque. Quand on achetait des ampoules à filament, on nous garantissait un nombre d'heures et une durée de vie. Bon, c'est des chiffres qui sont tellement décorrélés de notre quotidien que c'est toujours un petit peu difficile de les mettre en perspective d'une durée de vie réelle. Moi, ce que je souhaitais relever quand même, c'est l'indice de réparabilité, qu'on peut critiquer sur plein d'aspects, mais qui est un indicateur qui est quand même plutôt cool, avec le Fold pour lequel il y a un indice de réparabilité de 8 ou de 8 points, je ne sais plus. Et pour le Flip, un indice de réparabilité qui s'approche des 8 à 7,8. Juste pour dire que ce n'est pas des appareils, une fois que vous les avez achetés, qui sont impossibles à réparer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus compliquées que sur un autre smartphone. Ça ne doit pas être donné non plus. J'aimerais qu'on ait un petit peu cette expérience de réparation de ces smartphones pliants. En tout cas, sans être un segment du smartphone qui bouleverse qui change la donne et qui bouleverse les usages pour tout le monde, ça reste un segment qui continue à se confirmer. Est-ce que c'est quelque chose, toi, pour lequel tu es adepte d'avoir un écran qui se plie en deux, Romain, au quotidien? Alors, c'est tout un sujet, hein. Moi, j'ai la chance de pouvoir utiliser 2 téléphones
un professionnel et un perso. Le perso, je prends un iPhone et en secondaire, je change de temps en temps. Et c'est vrai que depuis l'année dernière à peu près, je reviens toujours à un pliant, mais un pliant au format livret. Fold, du coup. Voilà, Enfin, format Fold. format Fold. Alors pour des raisons qui me sont aussi propres, hein, je pense au niveau de mes usages, mais en tout cas dans mon utilisation, c'est un format qui pour moi est plus pertinent. Par contre, pour un téléphone principal, je trouve qu'un format flip est plus grand public. Et d'ailleurs, je pense que dans le mix de vente de chez Samsung, ce qu'on nous dit en coulisses, c'est qu'en effet, le modèle le plus grand public, c'est le flip, déjà parce qu'il est moins cher, presque 2 fois moins cher, et surtout que c'est un vrai téléphone. C'est pas un téléphone tablette. Donc c'est un téléphone qui est plus petit qu'on met dans sa poche, et voilà. Donc et surtout, ils ont beaucoup misé sur l'aspect mode, style, design, et du coup, c'est un petit téléphone hyper mignon que les gens adorent dès qu'on sort. Ça, on est unanime pour dire ça, les testeurs, c'est vraiment le flip, tout le monde craque dès qu'on le montre aux gens. Alors oui, et surtout le pliant, pour moi, il tend à se démocratiser parce que les constructeurs, et Samsung est en train de le démontrer cette année, ont réussi à effacer petit à petit au fil des années tous les fameux pain points dont parlent les ingénieurs, tous les petits défauts qui peuvent être ennuyeux, les petites critiques qu'on avait au début des pliants. Voilà, genre par exemple la pliure très visible, on la sentait sous le doigt, les finitions n'étaient pas tip-top, il y avait un petit écart entre les deux écrans quand on le replie, les deux parties de l'écran quand on le repliait. Bon, tout ça, en fait, ça a disparu, et le Z Fold 6 et le Z Flip 6, c'est une vraie démonstration technique de ce savoir-faire, des avancées dans l'industrie aussi. C'est ça qui est important de voir. Alors, il n'y a pas de révolution en soi, comme tu dis, c'est des petites itérations. Donc, il y a un petit capteur photo en plus, il y a un écran un peu plus lumineux, bon, même là, pour le coup, beaucoup plus lumineux. Et surtout, les deux plaques, quand elles se referment, bon, elles sont vraiment bien à plat. Le design est bien premium. Dès qu'on les a en main, c'est vraiment le type de produit, tant qu'on ne les a pas vus en vrai, on ne se rend pas compte de la prouesse d'ingénierie qu'il y a derrière. C'est vraiment bluffant, je trouve, d'avoir Et l'épaisseur avancé. Au passage, avant de te laisser ça n'a pas continuer. beaucoup bougé, en fait, hein, finalement. Ils ont un petit peu baissé. En fait, la marque qui a vraiment battu des records d'épaisseur, c'est Honor, l'année dernière, avec le Magic V2. Qui est un téléphone au format Fold, qui, une fois fermé, a les mêmes dimensions qu'un iPhone. Donc, il est vraiment aussi fin qu'un iPhone 15 Pro Max, même plus fin, je crois, à quelques pouillèmes de millimètres. Mais du coup, maintenant, on peut faire ça. Samsung, c'est encore un peu plus épais. Sur le Fold, c'est aussi un écran externe, donc quand il est replié, qui a une toute petite largeur. Donc, c'est moins pratique à utiliser. Il y a des marques qui ont choisi un format un peu plus carré quand il est ouvert, ce qui fait que quand il est fermé, on a des vraies dimensions d'un téléphone classique. Donc, on voit qu'en fait, les marques se cherchent encore un petit peu, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Et surtout, les finitions, maintenant, elles sont impeccables. Donc, on peut aisément se dire, à la place du Galaxy S24, pourquoi je ne prendrais pas un Z Flip 6 qui, en plus d'être un smartphone premium, a ce petit côté innovant, avec en plus des usages qui ont été aussi développés pour tirer profit du format pliant, notamment avec Galaxy AI, dont on va sûrement parler. Et donc, en fait, ça s'affine, ça se peaufine au fil des années. Et je pense que cette année, on est vraiment arrivé à un niveau où on peut considérer le smartphone pliant comme un produit qu'on envisage d'acheter au prochain renouvellement, alors qu'avant, c'était pas encore tout à fait optimal. Bon, ça reste du coup un appareil qui est suffisamment différenciant des autres pour qu'on le remarque et qu'on en parle, et ça devient plus que jamais possible de le recommander pour celles et ceux qui voudraient soit un smartphone plus compact quand ils ne l'utilisent pas, ou un smartphone qui est capable de s'étendre, pour le cas du Fold, en l'occurrence c'est du Fold 6, pour un usage un petit peu plus format tablette. En plus, évidemment, et là on est habitué avec Samsung maintenant, il y a de l'intelligence artificielle, il y a Galaxy AI qui est là. Donc on ne va pas en reparler en détail parce que c'est les mêmes fonctionnalités qui ont été présentées préalablement pour le S24, mais par contre, voilà, c'est bon de savoir que c'est présent.
À noter quand même, hein, il est question, quand on lit entre les lignes, je pense que tu l'avais relevé, Romain, mais que Samsung s'engage à donner disponible gratuitement les usages de Galaxy AI jusqu'à fin 2025, c'est ça? Si je dis pas de bêtises? C'est ce qui se dit, ouais. Donc, ils ont confirmé que ce serait gratuit Ouais. jusqu'à 2025. Alors, Sous-entendu. alors, moi, je pose la question directement à Samsung quand je les vois, hein, puisque c'est notre métier aussi. Donc, je leur ai dit, Mhm. après 2025, qu'est-ce qui se passe du coup? Mhm. Donc, en gros, ce qu'on me dit, c'est que on va pas rendre payant ce qui a été donné gratuitement. Par contre, il est fort possible que des fonctionnalités supplémentaires arrivent Ok. comme des sortes d'options qui seraient payantes. Ok, très bien. Ouais, je comprends. C'est ça qui est sous-entendu. Euh, Mhm. Par exemple, là, sur les pliants, il y a des nouvelles fonctionnalités qui tirent profit du format pliant. Pourquoi pas, à l'avenir, sur ce type de truc, mettre un petit abonnement ou un petit truc en plus, une petite option complémentaire pour avoir le Galaxy AI Plus, par exemple. Mhm. Au passage, hein, quand on parle j'anticipe un tout petit peu parce que c'était prévu qu'on en parle juste après, mais je pense que c'est le bon moment d'en parler quand même. Il y a des interrogations sur la sortie côté Apple, hein, du nouveau Siri et de Apple Intelligence. On ne sait pas exactement ce qui va arriver là à la rentrée et ce qui relèvera de sortie sur des mises à jour en 2025. Donc peut-être si on veut une expérience intelligence artificielle bien intégrée dans son appareil un peu clé en main, j'ai presque tendance à dire un point pour Samsung parce que ce qu'ils ont réussi à faire est quand même, je trouve, assez convaincant. Et puis, bah, c'est déjà là, quoi. Il y a pas à attendre. Tu utilises, toi, les fonctionnalités Oui, Galaxy alors AI j'utilise Ouais. pas tout, hein. Il y a quand même des Mm. fonctions qui sont très gadgets. Ouais. Franchement, on va pas. Mais il y a des choses qui sont très utiles. Par exemple, sur les nouveautés là, sur les pliants, il y a une fonction interprète qui vient d'arriver, où en gros, bah, je mets mon téléphone. Alors ça marche bien sur le flip, hein. Je le garde plié en fait, enfin à moitié plié tu sais, à 90 degrés. Mhm. Et sur mon écran, donc je parle en français à un interlocuteur qui est dans une langue que je ne connais pas. Je configure mon interprète. Et puis, moi, ce que je lui dis, il le voit apparaître sur l'écran externe, donc qui est écrit dans sa langue. Et quand il me répond, ça arrive sur mon côté de l'écran avec une traduction dans ma langue. Et en fait, on peut Excellent. échanger comme ça pendant le temps nécessaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il y a une autre fonction qui est très intéressante, c'est le mode conférence où là, ça peut intéresser les étudiants ou les professionnels en réunion, mais ça existait déjà pour les réunions. Là, c'est vraiment conférence où en gros, tous les micros vont se diriger vers un conférencier et puis ça va arriver dans Samsung Notes puisque l'enregistreur est directement intégré maintenant dans Samsung Notes. Et là, on a une retranscription, possibilité de la traduire, possibilité d'avoir un résumé en plusieurs points, possibilité de demander de rédiger un article à partir de ça. Donc, en fait, ça, c'est une fonction qui est hyper intéressante en matière de productivité, je trouve. Donc, il y a plein de petites idées comme ça qui sont sympas. Ils intègrent aussi maintenant aux apps tierces de messagerie tous les outils de réponse rapide, changer le style du message, ce qu'on a vu sur la S24 dans l'application message, en fait, va arriver maintenant dans WhatsApp, Messenger, etc. Donc, il y a des petites optimisations comme ça, petit à petit, qui arrivent, qui sont plutôt pas mal. Après, il y a du gadget, hein, vraiment, la retouche d'image où je dessine un chat à côté de moi. Alors, le chat, il est complètement difforme. Tout ça, c'est des choses, c'est rigolo 5 minutes. On en parle dans nos tests parce que c'est rigolo. Et après, bon, on se contente de dire que voilà, c'est une fonctionnalité fun, comme Apple peut mettre en avant des emojis qu'on crée soi-même. Voilà, à partir d'un prompt. Bon, c'est à peu près la même chose. En soi, ça n'apporte pas vraiment grand-chose dans l'usage quotidien, mais c'est rigolo. Ouais, bien sûr, c'est des éléments qui permettent de faire parler un petit peu. Je suis pas certain que ça convaincra grand monde de les acheter rien que pour ça. Bah, enfin bon, écoute, c'est là. C'est donc des appareils tout à fait recommandables, d'autant que, bah, ça y est, hein, on peut parler quand même d'un petit peu d'écosystème Galaxy. Ils réussissent petit à petit leur coup, je trouve, Samsung maintenant à proposer ça avec bah, des appareils qui tournent autour. Donc, il y a une nouvelle Galaxy Watch, donc la Galaxy Watch 7, qui a les mêmes capteurs hein, que le 6, même s'ils évoluent un petit peu. Il y a toujours un capteur de fréquence cardiaque qui est optique, une mesure de saturation oxygène dans le sang, un accéléromètre évidemment pour compter le nombre de pas, votre déplacement, un suivi GPS, un tensiomètre, un électrocardiogramme, une analyse de composition corporelle.
Mais ça s'améliore. Alors, un exemple, c'est par exemple sur le capteur optique de fréquence cardiaque, il a plus de LED, il en a 13 au lieu de 5. Donc évidemment, avoir une précision améliorée des mesures, ça va être le cas aussi pour le sommeil, durant les activités physiques. Le suivi GPS, c'est pareil, hein, il y a une amélioration avec une puce qui est désormais compatible avec une gamme de fréquences plus large, donc de L1 à L5. Avant, c'était juste L1. Il y a un écran plus lumineux que sur les précédentes versions, et en fait, la luminosité de la Galaxy Watch 7 atteint la luminosité de l'Apple Watch Ultra 2, qui était un petit peu la référence en termes de hyper bonne luminosité pour une montre. Tout cela étant propulsé par un nouveau processeur gravé en 3 nanomètres, et ça arrive à partir de 319 € pour la version 40 mm. Il faut 369 € pour la version 4G, et puis ça augmente un petit peu pour la version un peu plus grande. J'en profite aussi pour parler de la Galaxy Watch Ultra, qui est plus imposante et qui est beaucoup comparée à l'Apple Watch Ultra et la Apple Watch Ultra 2. Moi, c'est marrant, je comprends évidemment en termes de segment de produits, il y a évidemment un comparatif à faire. Mais pour le coup, je trouve que connaissant Samsung et leur capacité à singer ou à copier les designs d'Apple, là, c'est pas forcément beaucoup le cas, je trouve. Une plus grosse batterie, il y a quand même un bouton d'action. Un nouveau système de bracelet, mauvaise nouvelle, hein, il faut un nouveau système de bracelet pour avoir un nouveau parc de bracelets pour la Galaxy Watch Ultra. Et elle commence à partir de 699 €. Est-ce que les montres, Romain, sont des montres là aussi qu'on peut convaincre aux personnes qu'on a convaincues de prendre un Flip ou un Fold côté Samsung? Alors, autant les téléphones, je les trouve trop chers parce que depuis des années, Samsung n'a absolument pas baissé les prix alors que Ah le oui. volume a augmenté et du coup, bah, ils jouent pas le jeu en fait de la démocratisation. Autant Ouais. ça, c'est un reproche que je peux leur faire. Autant sur les montres, ils sont hyper bien positionnés. La Watch 7, alors moi je la porte, je suis en train de la tester en ce moment. Elle est super jolie. C'est une très très belle montre. Et en plus, bon, je suis en train de tester pour l'instant. J'ai fait mes premières courses avec. Ça a l'air plutôt précis. Ok. Je pense pas que ce soit plus précis qu'une Apple Watch classique. C'est à peu près la même chose. Euh, Par contre, l'Ultra, pour le coup, bon, c'est une Apple Watch Ultra. Hein, on va pas on va pas prendre de pincettes. Et je trouve ça un petit peu. C'est dommage en fait, je trouve, de tomber dans ce fonctionnement en fait d'aller forcément copier Mm. ce qu'a proposé Apple. Parce, parce que honnêtement, bon, je l'ai testé l'Apple Watch Ultra et finalement je suis revenu à une Apple Watch normale parce qu'en fait l'Ultra est très grosse, elle est lourde et en plus pour un utilisateur grand public, elle apporte pas grand-chose. Donc en fait, je ne sais pas pourquoi Samsung s'est lancé dans cette niche. Parce que quand je discute avec des gens à qui est censé être destiné ce genre de montre, donc Apple Watch Ultra, Samsung Watch Ultra, c'est normalement c'est les trailers, ceux qui font du sport dans les grands espaces, les aventuriers, etc. Mais en fait, eux, ils s'équipent chez Garmin. En fait, ils ont tous une montre Garmin. Et quand je leur dis, ouais, t'envisagerais pas de faire ça? Ben, en fait, pour eux, pas du tout, parce que c'est pas du tout la même précision. Les intégrations avec d'autres apps, elles sont pas aussi pertinentes. Donc en fait, pour eux, c'est hors de question d'acheter une Ultra à la place de leur Garmin. Au pire, ils se font plaisir, ils en achètent une pour le design, et encore, il faut que ça plaise à tout le monde. Donc c'est dommage qu'à Samsung, en fait, ils se donnent une image de copieur, malgré eux, en fait, pour un produit qui n'en vaut pas forcément la peine, parce que je suis pas certain que l'Apple Watch Ultra se vende en maxi volume. Alors si, j'ai un confrère qui m'a dit que dans certains milieux, en fait, on l'achète beaucoup comme produit de luxe. En fait, c'est comme il y a un gros cadran. En fait, ceux qui achetaient des montres bling bling avec des gros cadrans, maintenant, ils prennent plutôt une Ultra à la place d'une Apple Watch classique pour avoir ce côté bling bling. Mais au-delà de ça, je suis pas certain que ça représente une masse d'utilisateurs. Et donc, se donner cette image-là chez Samsung pour un produit qui va... Alors, je suis pas Madame Irma, hein, mais je suis pas certain que ce soit le produit qui va se vendre le plus. Par contre, il le positionne très bien. Il est à 699 €. La Watch Ultra de chez Apple, elle est à 1000 €. Donc, c'est compétitif. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a aussi les personnes qui apprécient le fait d'avoir une très grosse autonomie pour une Apple Watch.
Aussi, ouais. Pas forcément une grosse autonomie pour une montre connectée parce que les Apple Watch sont pas forcément excellentes là-dedans, mais l'Apple Watch Ultra, Ultra 2, c'est évidemment des bons points là-dessus. Ouais, ils auraient peut-être pu concurrencer à l'inverse sur des segments un peu plus d'entrée de gamme. Il y a des rumeurs, ça reste des rumeurs, hein, je le souligne, mais qui indiqueraient qu'il y aurait des Apple Watch même en plastique qui pourraient arriver peut-être demain avec cette ambition de proposer un produit encore plus accessible pour les enfants, qui soit encore plus accessoire. On verra si ça arrive. Et dernière chose, et non des moindres peut-être pour certains, mais des nouveaux écouteurs donc, qui bénéficient de fonctionnalités plutôt cool dans leur version pro notamment, qui sont les versions intra-auriculaires, là aussi concurrençant les AirPods d'Apple. Avec notamment des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle pour réduire des bruits environnants. J'ai l'impression que maintenant tous ces écouteurs de ce segment-là, quels que soient les constructeurs, offrent un petit peu des fonctionnalités analogues. Peut-être que tu vas me contredire, Romain. Mais il y a aussi cette petite recommandation, une petite proposition de la part de Samsung qui est assez cool. C'est ces petites barres LED sur la version pro. Ouais, ça permet de les retrouver plus facilement quand on les cherche. Et qui n'a pas déjà cherché un écouteur Bluetooth qui s'était perdu derrière le canapé ou sous l'oreiller, honnêtement, dénoncez-vous. Et je termine aussi parce que, oui, a été présentée la bague. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de surprises à en dire quelque part, j'ai l'impression. Il y a cette ring qui est, ça y est, officiellement disponible, qui avait été teasée, qui est une bague qui est fournie avec un boîtier de recharge. Donc là aussi, un petit peu comme le même principe que les AirPods. Une autonomie de 7 à 10 jours, je crois, et uniquement en captation de données de santé. Il n'y a pas, par exemple, de notification avec, je ne sais pas, un retour haptique, etc. Il n'y a pas la possibilité de payer avec. Donc vraiment de la captation de santé. Point positif, il n'y a pas d'abonnement, là où beaucoup de concurrents qui proposent des bagues connectées le font par abonnement. Romain, on termine ce tour de piste des annonces Galaxy. Est-ce qu'il y a matière à rajouter concernant les écouteurs ou la bague ? Les écouteurs, très bons. Je les utilise en ce moment, bonne qualité. C'est des bons écouteurs et en plus, très honnêtement, je crois que c'est les écouteurs les plus beaux que j'ai vus depuis que je teste des écouteurs. Le design est vraiment superbe et les petites LED, comme tu dis, c'est impeccable. Et la qualité de son est là, donc bien intégré à l'écosystème Samsung, rien à dire. C'est les AirPods Pro de chez Samsung, en plus joli, je trouve, mais c'est très subjectif. Ouais. Pour la bague, et en plus le prix est plutôt correct, donc c'est bien. Je pense que c'est une bonne proposition pour le coup, les écouteurs. 250 €, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça de mémoire, ça doit être 250. Je me suis un peu perdu parce qu'il y a eu 18 annonces avec des Ouais, tu prix. m'étonnes. Mais je crois que ça tient à 250, donc c'est le prix moyen d'écouteurs avec réduction de bruit sur ce segment, ce type de finition, etc. La bague, en revanche, elle est beaucoup plus chère que ce qu'on peut trouver sur le marché. Elle est à 449 €, ce qui est extrêmement cher, hein. Les bagues les plus chères avec où c'est déjà des bagues en métal avec même des petites fioritures dessus, des pseudo-diamants, etc. Donc, ils font un peu plus bijoux. Les plus chères, elles sont à 320, 330 €, donc il y a 100 € de différence. Par contre, comme tu le dis, il n'y a pas d'abonnement. Samsung propose l'intégration à Samsung Health complètement gratuitement. Ça, c'est un bon point. Mais bon, c'est très cher au départ, donc c'est à voir. Après, c'est une bague qui est très légère, très jolie. Ils ont choisi un design concave, donc en main, c'est vraiment... déjà, on la sent pas, et en plus, c'est très élégant. La noire mat pour les mains, ça va très bien aux mains d'hommes, mais ça peut aller à tout le monde, hein, mais on nous a montré la dorée sur... parce que ça, c'était une crainte aussi, une critique qui revenait beaucoup. C'était un peu gros pour des doigts de femmes, les doigts fins de certaines femmes. Et en fait, il y avait justement une cadre de chez Samsung qui avait les doigts fins, qui portait la version dorée. Et en fait, elle était très discrète finalement. Donc, c'est un vrai petit bijou avec de la technologie dedans. Un poil cher, je trouve. Mais, Ouais. Et avoir aussi la pertinence, je ne l'ai pas encore en test, mais avoir la pertinence des données. Bon, en tout cas, c'est si tout ça se confirme au niveau des données, que c'est pas simplement trop approximatif, tu as raison de le souligner. Si tout cela se confirme, quand même, un point pour dire que Samsung arrive aussi à terriblement bien copier ou concurrencer, diront les bonnes langues, Apple, en proposant un écosystème complet. C'est plutôt cool. Écoute, merci en tout cas, Romain, d'avoir permis de donner ton regard sur ces quelques annonces.
On va continuer quand même sur plein d'autres petites news. Alors, toutes ne seront pas sujettes à forcément réagir, mais tu peux te faire plaisir à me couper la parole et à compléter ce que je vais relayer à tout moment, Romain. On parlait donc d'intelligence artificielle et on parlait des services qui étaient gratuits pour le moment de la part des marques et avec lesquels il y avait malgré tout des flous sur les accès. Donc, c'était intéressant d'avoir les réponses aux questions que tu as pu poser directement à Samsung. Quand même, en matière d'intelligence artificielle, plus généralement, et si on sort des smartphones, 2 points. Le premier, c'est qu'on avait des expérimentations et on les avait relayées, évidemment, en se moquant un petit peu dans ta café, pour des entreprises telles que McDo, par exemple, qui proposaient des prises de commandes au drive basées sur intelligence artificielle. Et c'était un des éléments qui nous montrait que ça y est, hein, c'était officiel, l'intelligence artificielle était aussi une sacrée hype parce que quand on tombe dans ce type d'infos, c'est que forcément, ça exploite à tort et à travers les technologies. Bon, quand même, point positif, c'est qu'ils se sont, positif ou pas, ils se sont rendus compte que les résultats n'étaient pas bons et il y avait sans doute beaucoup de problèmes dans les commandes qui étaient prises. Ils n'ont pas identifié de véritable plus-value à avoir une intelligence artificielle et ils reviennent en arrière. Et ça, à la limite, c'est si on prend en compte la transparence de McDonald's, hein, on avait déjà relayé d'autres enseignes type burger aux États-Unis qui avaient été épinglées il y a quelques mois parce qu'ils disaient qu'ils mettaient à disposition de l'intelligence artificielle générative qui permettait d'interagir avec les clients de manière extrêmement performante. Mais évidemment, c'était largement couvert par des personnes qui étaient aux Philippines et qui répondaient à distance. Donc c'est un point quand même, c'est qu'il y a une forme de maturité de la part de certaines entreprises, en l'occurrence McDo, qui ne ressort pas ça pour les drives. Et puis un autre article que j'ai trouvé relativement intéressant, même si c'est le genre d'article, si on est critique, ça peut être facile de sortir ce type d'article, qui est aussi un petit peu à contre-courant et qui arrive aussi à attirer le regard parce que c'est une autre manière de présenter les mouvements en matière d'intelligence artificielle. En tout cas, c'est une série de prises de parole qui tendent à alerter, si ce n'est démontré, mais en tout cas alerter sur le risque que l'intelligence artificielle ne soit aussi beaucoup qu'une grosse bulle, qui est comparée d'ailleurs à la bulle Internet, hein, qui avait eu lieu il y a de ça quelques années maintenant, parce que énormément de choses qui sont présentées sont convaincantes pour des investisseurs, sont très convaincantes pour des mouvements stratégiques d'entreprise, mais en fait, dans les faits, en matière d'usage, n'arrivent pas à vraiment montrer de réelle évolution et même pose pas mal de problèmes avec, vous le savez, on en a déjà parlé, les hallucinations auxquelles sont sujettes ces intelligences artificielles génératives. Pour la petite anecdote, j'ai lancé un sondage, une grande enquête sur les podcasts, sur Tech Café, que j'ai partagé. Donc d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez vous aussi répondre si vous n'y avez pas déjà répondu. Et je posais une question dans ce questionnaire assez innocente de est-ce que vous utilisez des intelligences artificielles génératives, même occasionnellement. Alors attends, j'essaie de retrouver en parallèle la question. Je ne sais pas si tu as une idée, toi, ça y est, je l'ai retrouvé. Est-ce que tu as une idée, toi, Romain, du nombre de personnes. Alors, j'avais mis 3 réponses, c'est un peu filou. J'avais mis oui souvent, oui de temps en temps et jamais. Alors, tout ça est évidemment très compliqué parce que qu'est-ce qu'on entend derrière souvent et de temps en temps. Mais enfin bon, est-ce que tu as une idée des personnes, Romain, de la proportion de gens qui utilisent de l'intelligence artificielle au moins de temps en temps et qui n'en utilisent jamais? Sur ton pourcentage, je dirais que de temps en temps, on n'est pas loin des 80-90, hein, j'imagine. Mais après, je suis Eh dedans, donc j'ai peut-être un biais. Ah oui, alors bon, écoute, moi j'ai été très surpris de voir qu'il y avait autant de personnes qui disaient utiliser des outils d'intelligence artificielle. Il y en a plus de la moitié qui en utilisent de temps en temps, plus de plus de 30% qui en utilisent souvent. Ça, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Et 16% seulement qui n'en utilisent jamais. Donc voilà, ça donne un petit peu des aperçus des usages d'intelligence artificielle et de la manière dont les entreprises arrivent ou pas à convaincre. Est-ce que tu penses, toi, Romain, qui est plutôt tenant du fait qu'il y a un gros risque de bulle qui va nous éclater à la gueule, ou est-ce que tu penses au contraire que c'est un bouleversement des usages? Est-ce que ta position est plus nuancée entre les deux? Je pense il y a en effet une bulle, mais je pense que c'est une bulle économique. Ok.
uniquement économique, où il y a beaucoup de gens qui essaient de s'engouffrer dans l'IA en créant des boîtes, des startups et des sociétés qui commencent à être déjà rachetées par des gros groupes. Et c'est l'objectif de ces entreprises-là, de toute façon, la plupart du temps. Silicon Valley, dès qu'on a entendu ChatGPT l'année dernière, il y a je ne sais pas combien de centaines de boîtes qui sont nées pour tout et n'importe quoi. Il y en a plein qui se sont écroulés et d'autres qui ont réussi à se faire racheter, et c'était l'objectif. Donc sur ce côté un peu business, en effet, il y a une bulle et ça va finir par retomber. Je pense que le marché va se concentrer en fait finalement. On aura quelques acteurs qui seront vraiment sur le devant de la scène en termes d'intelligence artificielle, mais au niveau des usages, on va tous finir par s'y mettre, qu'on le veuille ou non de toute façon, puisque sur Google par exemple, quand on fera une recherche à l'avenir, ce sera des réponses générées par de l'IA. Donc quand on fera une recherche, quelque part, on utilisera de l'IA malgré nous. Oui, bien sûr. Ça va s'installer dans nos usages, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, ça attire les regards des régulateurs, mais ça, vous le savez. Mais il y a une pratique qui semble se confirmer, qu'on avait là aussi déjà relayée dans Tech Café. C'est l'habitude qu'ont pris certaines entreprises d'acquérir d'autres boîtes qui font de l'intelligence artificielle sans les racheter. Alors, comment est-ce qu'ils font? C'est simple. Principalement, ils recrutent massivement des personnes qui sont dans une start-up. Et comme ça, ils disent, voilà, on n'a pas racheté la boîte, vous voyez. On a juste recruté des gens qui travaillaient dans ces boîtes-là à un énorme pourcentage, mais on n'a pas racheté la boîte. C'est le cas notamment de Microsoft avec Inflection. C'est le cas aussi d'Amazon avec Adept, qui d'ailleurs est la cible d'une enquête, plus spécifiquement sur cette acquisition qui n'en est pas une. Donc on sent qu'il faut que les boîtes avancent sur ce domaine-là, mais pas trop que ça se voit. Et ça se perçoit aussi dans les retours en arrière. Notamment, il était question d'avoir un Phil Schiller qui aurait pu être présent, donc Phil Schiller de chez Apple, qui aurait pu être présent au conseil d'administration d'OpenAI. Il y avait aussi une place pour Microsoft d'observateur chez OpenAI. Et en l'occurrence, a priori, il y a quand même ces mouvements qui se libèrent, et il n'est plus trop question d'avoir des personnes qui sont à la tête d'entreprises, ou en tout cas dans la direction d'entreprises telles qu'Apple ou Microsoft, mais qui soient aussi à des boards d'entreprises telles que celle-ci. Là aussi, pour rassurer peut-être les régulateurs et faire en sorte qu'ils ne soient pas plus embêtés que ça. Je termine aussi d'ailleurs en matière d'intelligence artificielle avec deux petites choses. Moshi, c'est une initiative qu'on peut tester là d'ailleurs. Moi, je l'ai fait, je trouve ça assez bluffant. Vous savez, on avait parlé de Qt qui était, ou Qt AI, selon comment vous voulez le présenter, qui était une initiative notamment incarnée par Xavier Niel, mais pas que, et qui visait à initier pas mal de recherches et d'expérimentations autour de l'intelligence artificielle, pour permettre à la France et à l'Europe de concurrencer des initiatives américaines. Et donc, il y a une démo qui a été faite de Moshi. C'est une intelligence artificielle donc française, mais qui parle uniquement anglais, qui est pensée pour traiter la voix en temps réel, mais vraiment sans délai. Alors, vous pouvez aller la tester. Je ne sais plus quelle est l'adresse, si c'est moshi.chat. Je ne sais plus, je crois que c'est ça. Je vous remettrai le lien dans les notes de l'épisode, vous le retrouverez facilement. Moi, je l'ai testé. L'interface est pas ouf, c'est vraiment très technophile, averti, même si n'importe qui peut l'utiliser, mais on sent que l'énergie n'a pas été mise sur l'interface utilisateur. Mais effectivement, c'est très bluffant, parce que si on converse, alors en anglais, si on converse, on peut vraiment avoir une conversation à la hauteur de ce qu'on avait vu en démonstration avec ChatGPT, avec sa version GPT-4o. Vraiment, on a le sentiment de pouvoir dialoguer et d'avoir quelqu'un en face de soi sans latence. C'est assez fou. Dernière info en matière d'intelligence artificielle pour boucler le sujet. Des électeurs en Angleterre ont demandé à ce qu'un politicien prouve qu'il ne soit pas une intelligence artificielle. En France, on avait eu aussi des candidats un peu présentés comme fantômes, notamment sous les couleurs du Rassemblement national, qui ont suscité des doutes. Et c'est là aussi une incarnation sur laquelle je ne vais pas m'étaler plus, mais qui est intéressante, parce que quand on voit les évolutions en matière d'intelligence artificielle, ça brouille aussi la frontière entre le réel et ce qui est inventé, dans le sens où on arrive aussi à douter de ce qui est réel, parce que c'est pas suffisamment réel compte tenu de ce que l'intelligence artificielle nous propose.
Voilà, c'est un changement des temps qui se concrétise aussi avec ces quelques petites infos. Je sais pas si tu voulais rebondir, Romain, ou compléter ou corriger des choses que j'aurais pu dire. Bah là, pour le coup, tu étais très complet, hein. Ah, J'ai pas cool. grand-chose à dire. J'ai pas essayé Moshi, moi, donc, pour le moment, donc je peux même pas me prononcer Ah, là-dessus. vas-y. Oui, je vais y aller. C'est vraiment une question de temps. Ouais. Après, bon, pour le reste, en fait, c'est tout l'IA, ça change tellement tous les jours Mais oui, que suivre chaque petit mouvement, etc. Ce qu'on voit en fait chaque semaine, c'est tous les trucs formidables. Donc Moshi, par exemple, c'est très prometteur, ça fait un peu rêver. Et en même temps, le côté un peu effrayant sur certains aspects. Tu parles c'est quoi, un politicien, si j'ai bien entendu? ouais. Non, c'était en France. Ouais, voilà, ça. Un homme politique Un homme anglais, ouais. politique qui a dû se justifier. Moshi, ça me fait penser au film Her, je pense que tu as dû le voir. Tellement. Voilà, donc où tu as vraiment une IA qui te répond en temps réel. Et en fait, je me dis, quand tout va se combiner comme ça vers un outil, si des gens pensent à l'intégrer dans un robot, par exemple, ce qui Mais commence à être tellement, fait déjà, bien sûr. ça fout un peu la trouille quand même, hein, quelque part. Bah, il va falloir qu'on arrive à dompter tout ça et à faire en sorte que ça tire l'humanité vers le haut. On va voir si on y arrive et si c'est possible. Donc voilà, ça c'était la section intelligence artificielle. C'est juste pour vous permettre, si jamais vous avez arrêté d'écouter Tech Café fin juin et que vous envisagiez de reprendre vraiment les épisodes que début septembre, que vous preniez pas une claque, comme ça vous avez quand même un point d'actualité d'intelligence artificielle qui vous montre que tout continue à aller toujours aussi vite, rassurez-vous. On va terminer avec une ultime rubrique que j'ai voulu, j'ai pas le talent de Guillaume Poggiaspala pour rassembler avec des titres improbables, plusieurs sections de news, mais je me suis quand même prêté à l'exercice avec un petit fâché réconcilié. Donc en tout cas, Apple qui continue à montrer patte blanche, notamment auprès des régulateurs européens, et là qui a fait des propositions concernant l'ouverture de l'usage au NFC. L'Union européenne s'est prononcée comme favorable par rapport à différentes dispositions qui ont été présentées par Apple. Parmi lesquels l'expérience de paiement qui pourrait totalement mettre de côté, ou en tout cas être concurrencée côté Apple Pay avec d'autres systèmes de paiement. Il serait tout à fait possible demain, compte tenu de ce qui est proposé par Apple en matière d'ouverture du NFC, d'avoir une banque qui propose la même expérience de paiement qu'Apple Pay sans que ce soit Apple Pay. Alors d'ailleurs, il y en a plein qui disent que ça ne les réjouit pas parce qu'ils ont absolument envie et besoin de conserver Apple Pay tel qu'il est là. Moi, j'ai envie de dire, si demain, on a la possibilité d'avoir des paiements avec sa banque qui sont exactement de la même expérience qu'Apple Pay, alors il n'y aura peut-être pas les mêmes éléments de confidentialité, même si les banques côté France offrent quand même plutôt ces garanties-là. Si jamais on a ces mêmes expériences qui sont offertes, je vois pas trop pourquoi est-ce qu'on pourrait se plaindre. Finalement, je trouve que c'est plutôt une avancée très concrète. Mais bon. Toujours bon la concurrence, hein, quelque part. Oui, là c'est une illustration parfaite, je trouve. Après, il y a la force de l'habitude. Il y a la force de l'habitude, mais là tu vois par exemple, si jamais vraiment tu te dis que le raccourci sur l'iPhone c'est de cliquer 2 fois sur le petit bouton d'allumage, si jamais tu as vraiment cette expérience, tu vois, tu double-cliques, tu as ta carte qui se met en pop-up, tu t'identifies avec Face ID, tu poses, tu payes. Finalement, l'habitude elle-même, elle est installée grâce à Apple Pay, mais ça ne change rien. Et ce qui n'est pas a priori proposé et ce qui ne semble pas poser problème pour l'instant à l'Union européenne, c'est le paiement par l'Apple Watch. Là, a priori, il n'y a pas la même ouverture qui est faite, qui est proposée par Apple qu'il fait sur l'iPhone. C'est une question de nombre d'utilisateurs, non? C'est pas lié à Ouais. ça? Je crois que le DSA, en fait, il faut atteindre un certain seuil de nombre d'utilisateurs et du coup, tu n'y es pas soumis si tu n'atteins pas ce seuil qui est quand même assez élevé. Hein. Absolument, absolument. Tout à fait, c'est la seule raison. Mais je suis sûr que l'Union européenne pourrait revenir dessus si jamais c'était le cas et que ça posait trop de problèmes au fil des années. Un petit mot concernant, pendant qu'on est dans l'Union européenne et le DSA, avec X, qui a été pointé du doigt et dénoncé notamment par Thierry Breton, qui reproche plein de choses pour X, notamment, et ça c'est assez rigolo de le voir. Il reproche l'usage qui est fait des coches bleues maintenant. Alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'usage des coches bleues, c'était mieux avant et que le fonctionnement Elon Musk, il n'est pas forcément
idéal. Mais pour autant, c'est juste un petit peu bizarre de voir que Thierry Breton présente, et la Commission européenne présente l'usage des coches bleues comme étant inadapté en regard de la réglementation. Et pourtant, je ne suis pas certain de identifier quelle partie du règlement encadrerait la manière dont les coches de certification sont mises en œuvre par les réseaux sociaux. Alors, sauf à ce que j'ai pas en tête des éléments du DSA qui tendraient à dire un réseau social doit permettre de présenter un système de vérification de l'identité ou de l'authenticité d'un compte qui répondent à un certain nombre de critères, etc., et auquel cas il pourrait dire que la coche bleue ne répond pas à ce besoin. Il y a malgré tout aussi la coche grise qui correspond à une certaine identification des personnalités, notamment politiques, à responsabilité. C'est d'ailleurs le cas de Thierry Breton. Et donc, je suis un petit peu circonspect. Je veux pas me jouer l'avocat de la défense d'Elon Musk à tout prix, mais là, en l'occurrence, de manière assez objective, je me dis qu'il y a peut-être un petit sujet. Bon, il y a évidemment beaucoup d'autres problèmes en matière de DSA concernant X et le réseau social d'Elon Musk. Et pendant qu'on y est, il dénonce d'ailleurs un accord secret illégal. On voit la rhétorique pseudo-complotiste d'Elon Musk qui accuse l'Europe de proposer des deals secrets. Alors en fait, ils ont évidemment pris la parole juste derrière. Là aussi, Thierry Breton s'est fait la défense de la réalité en disant que ce que Elon Musk présentait comme étant un accord secret illégal, c'est juste une procédure hyper habituelle qui est que quand l'Union européenne critique un fonctionnement sur une plateforme, ils ne balancent pas tout de suite une grosse amende immédiatement, mais ils rentrent dans une phase de négociation en faisant part de ce qui leur pose problème et ils indiquent à la plateforme ce qui doit être fait pour se mettre en conformité avant, évidemment, qu'il y ait une sanction. Et il y a une sanction quand l'entreprise, quand le réseau social, quand la plateforme ne se met pas en conformité. Et donc, c'est ça qu'Elon Musk transforme comme étant un accord secret illégal qui a été présenté. Donc, la conclusion est toujours la même. C'est quand on est un adepte d'Elon Musk, on est renforcé dans le fait qu'il défend l'humanité contre une association des puissants à son égard. Et puis, quand on regarde un petit peu objectivement et factuellement les choses avec un petit peu de recul, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de bêtises qui sont racontées de sa part, donc ça ne s'arrange pas. Et ça ne s'arrangera d'autant plus pas compte tenu des éléments qui ont eu lieu, des événements qui ont eu lieu ces derniers jours. Parce qu'on le disait, Romain, depuis le début de cet épisode, habituellement l'été, il se passe moins de choses, sauf quand les marques veulent spécifiquement prendre la parole. Mais là, il y a eu quand même un événement qui fera peut-être date, notamment en matière de politique américaine. Et vous savez que la politique américaine dicte aussi un petit peu la manière dont fonctionne la tech en général partout dans le monde, avec une tentative d'assassinat de Donald Trump, qui simplement parce qu'il a tourné la tête pile au bon moment, a juste eu une blessure à l'oreille plutôt que se soit fait tuer. Je ne vais pas refaire l'histoire, elle est très très bien couverte par différents journaux. N'allez pas voir les couvertures conspirationnistes qu'il y a sur X et sur certains réseaux sociaux. Essayez de vous référer aux sources d'informations qui font foi. Mais Elon Musk, il en a profité derrière pour soutenir plus largement Donald Trump et à le soutenir dans le cadre de sa candidature aux élections présidentielles américaines. Donc ça y est, la course commence à se consolider derrière des soutiens qui s'affirment un petit peu plus. Donald Trump qui d'ailleurs maintenant pourrait revenir sur Meta. Je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire, mais Meta a en tout cas annoncé qu'il levait l'interdiction et qu'il pouvait recréer et reprendre la parole sur Instagram, sur Facebook s'il le souhaitait. Voilà ce qui rythme un petit peu l'été. Je sais pas, là aussi, Romain, si jamais tu as envie de réagir, de compléter, c'est quoi ton sentiment quand tu vois défiler tout ça? Déjà, alors l'histoire de l'Union européenne, il va forcément y avoir encore des petits détails, je pense, à ajuster par rapport au DSA, parce que c'est quand même un texte hyper complet et qui complexifie aussi pas mal le travail des entreprises. On le voit avec Apple Intelligence, qui ne devrait pas arriver en France cette année. Je crois qu'Apple l'a déjà annoncé. En tout cas, beaucoup de fonctionnalités. Il y aura peut-être un ou deux gadgets pour laisser un petit peu de saveur et convaincre les gens d'acheter en France un iPhone, iPhone 16. La version européenne sera très loin de la version américaine. Ouais. Et donc, alors après, c'est bien parce que ça protège les citoyens européens. Ça aussi... ça met un peu fin au grand n'importe quoi. C'était vraiment la porte ouverte à tout et n'importe quoi en Europe. Donc, c'est pas plus mal d'encadrer un petit peu. Par contre, on voit que
Ça, c'est un peu une bataille entre Apple et l'Union européenne. Et on voit qu'en fait, l'Union européenne et les grandes entreprises américaines commencent à rentrer dans des petits règlements de compte. Apple dit que c'est à cause de l'UE qui verrouille tout. En gros, ils disent « Ah, regardez, vous n'avez pas Apple Intelligence parce que l'Europe a trop verrouillé son DSA. » Et puis l'Europe dit « Bah, en fait, il y avait juste à se conformer au DSA et puis c'est terminé. » Voilà, c'est aussi simple que ça. clair. Donc, il y a un petit peu de ça. Musk, c'est pareil. Toutes les 2 semaines, il va sortir un truc, un conflit avec l'UE. Donc, il y a toujours quelque chose. En ce moment, en plus, Elon Musk est en total roue libre, donc Oh ouais. il y va à fond. Donc, le soutien en plus à Donald Trump, c'est sur ça que je voulais rebondir à la base, c'est que ça entraîne aussi beaucoup d'entreprises de la Silicon Valley. Ce qui fait que les entreprises de la Silicon Valley, alors ça, c'est tout chaud, hein, parce qu'on vient d'avoir l'info, on vient de la sortir sur le site, là, à l'heure où on enregistre. Toute la Silicon Valley commence à se rallier à Trump sous l'impulsion d'Elon Musk. Alors, pas toutes, mais pas mal d'entreprises de la Silicon Valley. Incroyable. Ce qui fait que cette partie des États-Unis qui décriait complètement ce personnage, aujourd'hui, on vient le soutenir à cause de cet événement malheureux, évidemment, mais surtout parce que la porte était grande ouverte, en fait, pour Elon Musk. Là, c'était l'excuse parfaite, en fait, pour pouvoir crier aux yeux du monde que lui, il soutenait Trump, même si tout le monde le savait déjà. Mais le fait qu'il l'ait exprimé publiquement, en fait, ça ouvre les vannes, quoi. Et toutes les autres boîtes de la Silicon Valley se disent, c'est bon, la porte est ouverte, on peut y aller. Et, voilà, après, chacun a ses opinions politiques, donc je ne m'attarde pas là-dessus, mais en tout cas, on voit bien que, déjà, on voit la puissance de cette personne, d'Elon Musk dans l'écosystème des entreprises américaines, de la Silicon Valley et plus généralement dans le monde, parce que c'est quand même, je pense, un des mecs qui a le plus d'influence dans le monde et qui est à la fois... Il n'y a jamais de juste milieu, c'est très rare, je pense, très rare. Il y a moins de gens qui, comme peut-être toi ou moi, qui sont observateurs de la tech au quotidien, qui vont se dire le mec est un génie parce qu'il est capable de dire dans 10 ans j'enverrai des fusées, elles reviendront sur la Terre se poser, et il y arrive. Ça, c'est quand même assez incroyable. Mais en même temps, il est capable aussi d'avoir des sorties publiques qui sont complètement dingues, comme le fait de dire il y a 2 jours, je vais changer le siège de mes entreprises, je vais les mettre au Texas parce que je ne suis pas d'accord avec une loi qui vient de passer en Californie sur je crois, les personnes transgenres, je crois que c'était ça. Oui, il y a un gros sujet d'ailleurs avec un de ses enfants, hein, je crois, qui est, si je dis pas de bêtises, transgenre. Je l'ai plus en tête exactement, il me semble, mais c'est sûr que moi, ça m'étonne comme ça, vu de loin, vu de France, vu d'Europe, comme beaucoup de monde, j'imagine. Alors d'autant plus avec la Silicon Valley, comme tu le dis là, et comme tu le relais, avec plutôt une tradition démocrate, si je dis pas de bêtises, plutôt que républicaine. Mais peut-être qu'il y a des éléments qu'on ne cerne pas aussi. Moi, c'est toujours la conclusion à laquelle j'arrive. J'aimerais mieux creuser le sujet parce que quels sont les constats, les propositions de Joe Biden concernant les élections présidentielles américaines? Est-ce qu'il n'y a pas eu une grosse déception? Est-ce que quand on arbitre, on ne se rend pas compte que la défense d'un Donald Trump pour l'économie américaine serait beaucoup plus porteuse compte tenu du climat environnant? J'en sais rien, je ne me rends pas compte. Vu de l'extérieur, ça me paraît quand même complètement dingue. Dernière info en date, tiens d'ailleurs, Donald Trump qui a plombé la capitalisation boursière de Nvidia. Je ne sais pas si tu as vu ça passer, On a Romain. sorti l'article ce matin. Incroyable cette histoire avec Nvidia qui a été présentée il y a de ça encore quelques semaines comme un record de capitalisation boursière pour une entreprise. Et là, qui s'est fait plomber parce que Donald Trump a remis sur le devant de la scène la position des États-Unis concernant la défense de Taïwan s'ils étaient attaqués par la Chine, en disant que non, grosso modo, ils iraient pas les défendre. C'est juste aussi un exemple qui montre à quel point, quand on parle de politique américaine dans des podcasts tech, ça peut en agacer certains, et honnêtement, je peux le comprendre parce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre parler politique quand on parle de tech. On a envie plutôt de parler de gadgets, d'appareils, d'usage, et ça, je peux le comprendre. Mais malgré tout, les événements politiques à l'international et notamment américains ont des répercussions indirectement ou parfois même directement sur des produits qu'on utilise. Donc, je pense que ça reste important quand même de suivre tout ça au passage. Et de plus en plus intéressant.
même si la politique c'est quelque chose d'un peu, c'est toujours un peu clivant, mais euh, on constate quand même que le gadget intéresse de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins d'innovation et du coup les gens s'intéressent un peu plus à tout ce qu'il y a autour. Nous sur Presse Citron par exemple on fait beaucoup d'articles économiques et stratégiques c'est notre ligne éditoriale donc c'est normal sur cet aspect en fait de la tech. On n'a pas beaucoup de retours négatifs, au contraire les gens sont hyper intéressés et ils sont contents de savoir pourquoi Nvidia a perdu en valorisation sur une journée 192 milliards de dollars parce que Donald Trump a dit une phrase et que ça remet aussi en contexte tout le système de la tech, la dépendance à des pays asiatiques sur la fabrication des composants et toutes ces choses-là. C'est hyper intéressant en tant que journaliste, mais c'est aussi hyper intéressant pour les lecteurs finalement qui cherchent aujourd'hui peut-être à avoir un peu plus de contexte sur la façon dont la tech est faite, dans la façon dont ils l'utilisent et sur l'impact que ça peut avoir sur leur vie aussi. C'est certain. Et puis, d'ailleurs, au passage, on parle de politique, mais c'est vrai aussi pour la société à l'international, et tout ça est lié. Mais peut-être pour conclure aussi, en Inde, c'est Apple et Foxconn. Alors oui, Foxconn officie aussi en Inde pour la production notamment d'iPhone. Je crois que le pourcentage d'iPhone produit en Inde est de plus en plus grand, d'ailleurs. Hein. Ça, c'était une stratégie qui avait été dessinée et qui se concrétise. Mais il y a une enquête de Reuters qui a été publiée il y a quelques jours qui indique que il y a des sociétés qui recrutent des salariés pour Foxconn, pour la production des appareils Apple, et en l'occurrence de l'iPhone, qui empêchent les femmes mariées de postuler. Enfin, je veux dire, c'est même explicitement indiqué, a priori, dans les messages qui sont portés pour faire des appels à recrutement qui indiquent les femmes qui sont mariées, enfin, il faut que ce soit des femmes célibataires, parce que quand tu es marié, tu as d'autres aspirations que de passer ta vie et ta journée à assembler un appareil pour une marque comme Apple. Tu as aussi ta vie personnelle, tu as envie de rentrer t'occuper de tes enfants, tu as envie de défendre ton temps personnel. On ne peut pas te rendre corvéable à merci, à te faire des heures supplémentaires de limite. Bon, évidemment, je dis tout ça avec un regard qui ne connaît pas la réalité du travail dans ces pays-là. Et il y a peut-être plein d'autres choses à souligner. Mais enfin bon, juste pour dire que je me satisfais aussi de savoir qu'il y a le rôle des journalistes et des sociétés de presse de mener ce genre d'enquête et de travailler sur la mise en lumière de ces réalités sur le plan humain. Moi, je trouve ça quand même plutôt pas mal parce qu'on utilise nos appareils encore un petit peu plus en connaissance de cause, je pense. On va conclure cet épisode de Tech Café de l'été avec très très peu, mais quelques petites news quand même sur les jeux vidéo. Avec une première... Est-ce que tu joues à des jeux vidéo, Romain ? Et quels appareils tu utilises pour jouer ? Alors, je joue aux jeux vidéo. Ouais. Mais comme j'ai un enfant très jeune, je joue peu aux jeux vidéo, mais j'y joue quand même. Donc, on sait ce que c'est. Alors, je joue finalement, je joue quand il y a des grosses sorties. Finalement, je suis un profil de joueur casual gamer, quoi. Je joue aux jeux aux grandes licences. Quand il y a une petite pépite qui sort, je vais y jouer. Mais je suis pas un gros gamer. Le seul jeu qui me rend complètement fou, c'est Warzone. Mais ça, c'est parce que j'ai grandi avec les salles de LAN, tu sais, où on jouait à Counter-Strike pendant la pause midi au lycée et qu'on arrive en retard l'après-midi. Bon, c'est ça. Donc, en gros, moi, j'ai grandi avec ça. Donc, Call of Duty, c'est resté une licence qui me plaît malgré les nombreux défauts qu'il y a dedans. Donc, je joue beaucoup à ça sur PS5 ou Xbox parce que j'ai les deux consoles. Je joue pas sur PC. Et tu joues pas sur mobile non plus ? Et je joue pour reboucler sur la discussion qu'on avait tout à l'heure. Je ne joue pas sur mobile. En effet, je ne joue pas sur mobile. Mais parce en que déplacement, pour le coup, je ne joue Call of jamais. Duty, En il y a une fait, version j'ai la mobile. Switch, mais je joue pas non plus. Je joue jamais en fait en déplacement. Quand je suis dans les transports, je suis souvent en train de travailler en fait, donc j'ai pas le temps de jouer. Et si jamais par bonheur je suis sur un trajet et que j'ai du temps libre, j'ai plutôt regarder une série ou lire un bouquin que jouer. J'aime bien être posé, calé, avoir 1 heure ou 2 devant moi et vraiment avoir un bon moment de jeu. De détente, comme si je regardais un film en fait. Pour moi, le gaming, je le considère plus comme ça.
Je pense qu'en fait, c'est marrant parce qu'en disant ça, tu reboucles encore une fois sur notre conversation de tout à l'heure. Et je pense que tu es représentatif d'une grosse proportion des joueurs de jeux vidéo. Et cette expérience dont on parlait tout à l'heure, qui est de dire le smartphone pourrait être votre console, qu'est-ce qui fait que psychologiquement on n'est pas prêt à mettre le prix d'un triple A dans le dernier jeu sur son smartphone. C'est aussi ça finalement. C'est peut-être qu'il y a cette expérience de jeu qui fait qu'on a plutôt globalement envie de s'offrir quelques heures de jeu pour certains titres qui viennent de sortir et qu'on aime bien, plutôt que de passer son temps de manière omniprésente, quoi. Il y a d'autres choses que le jeu vidéo. Il y a la lecture, il y a les Oui, c'est ça. podcasts. Après, je pense qu'on est aussi une génération, on doit avoir à peu près le même âge, je pense, mais ma génération, en tout cas, on n'avait que des consoles de salon. Le jeu sur PC arrivait plus tard, et on a eu la Game Boy pendant des années, la PSP ensuite. Mais c'est vrai qu'on a commencé sur les consoles avec la console de salon dans le canapé, posé, ou devant la télé par terre, parce que C'est vrai. le câble n'était pas assez long. Mais on a eu Que de cette souvenirs. expérience-là, et je pense que peut-être que c'est resté dans nos habitudes pour notre C'est bien génération. possible. Peut-être que chez les plus jeunes, je travaille avec des journalistes qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Et eux, ils jouent pas mal sur téléphone finalement, ou sur une console portable, ou sur leur téléphone. Donc il y a. Et après, c'est pas que générationnel, hein, j'en ai aussi d'autres. Je pense que c'est juste une question de personnalité aussi, peut-être, je sais pas. Oui. De la façon dont on considère le jeu aussi, dans la place qu'on lui donne dans notre vie, en fait, hein. Pour moi, c'est un divertissement comme un autre, et je suis mes envies. Peut-être que ce soir, j'aurai envie de jouer, et demain, j'aurai envie de regarder un film. Donc, Ouais. Mais c'est aussi la réalité des consommateurs de jeux vidéo. Effectivement, tu as raison, il y a des aspects générationnels, mais pas que. Alors, en tout cas, quelques petites infos, mais très rapides, concernant la Switch 2. Pour laquelle il n'y a pas beaucoup plus d'infos, mais il y a eu une session de questions-réponses qui a été consacrée aux investisseurs de Nintendo. Et il y a le président qui a parlé de la manière dont allait être produite la Switch 2. Alors, on n'a pas énormément de détails, mais grosso modo, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'ils ne veulent pas reproduire le problème qu'il y a eu pour les consoles de jeux qui sont sorties plus récemment, notamment la PS5 ou la Xbox, et d'offrir un vivier économique pour les scalpers, à savoir ceux qui se jettent sur les quelques consoles dispo chaque semaine pour les revendre plus cher dans la foulée. Et en l'occurrence, ils veulent lancer la Switch 2 quand ils auront un nombre suffisant de consoles pour répondre à la demande. Ça semble être une stratégie assez importante pour Nintendo, et quelque part, on peut les remercier, parce qu'effectivement, une sortie de console dans les contextes qu'on a pu connaître, ça peut être parfois un peu douloureux. Plutôt bon point pour Nintendo. Et puis, autre point aussi, et je trouvais ça trop rigolo de le voir sortir, un accessoire qui sort 7 ans après le lancement de la Switch. Nintendo sort un accessoire que j'aurais rêvé d'avoir il y a quelques années et que je n'achèterais pas maintenant, compte tenu de la fin de vie qu'on peut entreapercevoir pour la Switch, quoique. Donc c'est un support qui permet tout simplement d'être branché en USB-C et d'être posé à la verticale, ou de laisser comme ça branché, qui permet d'alimenter les Joy-Con. Et c'est tout con, mais il y avait des trucs tiers, il y avait des fabricants qui avaient proposé des accessoires de ce type-là. Mais je vois deux infos. Bon, d'une part, c'est cool d'avoir cet accessoire de la part de Nintendo, qui doit coûter bien trop cher pour ce qu'il fait malgré tout, même si j'ai pas le prix en tête. Si, tiens, je vois environ 20 euros si jamais on projette par rapport au prix en yen. Alors ça sortira pas avant le 17 octobre et au Japon. Donc là aussi, on sent que Nintendo, ils sortent les produits quand ils en ont des bons stocks. Mais je me dis, c'est impossible que Nintendo sorte cet accessoire si jamais il n'est pas compatible avec la Switch 2. Donc je n'imagine pas qu'ils puissent sortir ça maintenant, et sortir une Switch 2 pour laquelle les Joy-Con ne seraient pas compatibles avec un accessoire officiel Nintendo. Donc je voulais prendre ça comme étant une confirmation d'avoir de mon côté le sentiment que les Joy-Con seraient compatibles de la génération 1 à la génération 2. Voilà, je voulais me faire plaisir avec ma propre rumeur. Je te laisserai me contredire ou confirmer mon sentiment, Romain. Et puis Microsoft qui ne va pas, ça date d'il y a quelques jours maintenant, mais ne va pas forcer plus que ça la vente de consoles Xbox en Europe. Et alors, ils n'arrêtent pas d'en produire, ils n'arrêtent pas d'en vendre. Mais a priori, il y aurait des stratégies qui montreraient que Microsoft voudrait beaucoup plus prioriser la mise à disposition des jeux, notamment en cloud gaming, avec les nouvelles offres du Game Pass qui ont été un petit peu revues.
Il y a une disponibilité d'ailleurs des accès aux jeux Xbox en streaming sur les clés Fire TV d'Amazon, qui n'étaient pas encore dispo jusque-là. Donc c'est marrant parce qu'il y a quelques années, on nous parlait de la fin des consoles avec le remplacement par le streaming qui aurait pu s'implanter massivement et très très vite. Alors ça s'est absolument pas confirmé, mais ça pourrait être un relais d'activité pour Microsoft quand ils voient que la Xbox a un petit peu du mal à s'implanter sur certains marchés, notamment comme l'Union européenne. Donc point intéressant à garder en tête, le cloud gaming n'est pas mort du tout, voire même pourrait revenir plus vite que prévu. Une remarque, un complément, Romain, un Non, sentiment? Non? alors Nintendo, la Switch 2, oui. Alors j'ai des doutes sur le fait qu'il y ait des problèmes de pénurie en fait sur la Switch 2 parce que les autres consoles, il faut se souvenir, elles sont sorties en plein confinement, hein, je Ah oui, crois. c'est vrai aussi. Donc il y avait des pénuries parce que les usines tournaient pas. Il y avait eu plein de problèmes industriels en Chine à cause du Ouais. Covid, de la La chaîne Covid. d'approvisionnement a été un Voilà. petit peu malmenée, ouais. Exactement. Je pense tout simplement aussi que, alors ça c'est qu'un avis d'observateur, c'est que la Switch a continué de se vendre super bien. C'est vrai Et il y a aussi. encore beaucoup de stocks, peut-être, qui traînent. Et donc, ils sont pas pressés, en fait, Nintendo, de vendre la Switch 2, parce que de toute façon, ils ont une Switch qui s'écoule encore, qui bat des records de vente, en fait. Donc, il y a des jeux aussi qui sont encore en train d'arriver. Donc, peut-être que laisser traîner un petit peu, c'est pas plus mal, en fait. Et en effet, après, ils auront de quoi anticiper. C'est vrai que par ricochet, ils ont de quoi anticiper la production pour qu'elle soit beaucoup plus importante dès le lancement et répondre aux attentes, parce que c'est quand même, je pense, la console la plus attendue depuis des C'est sûr. années. Ça a fait un tel carton, la Switch. Et puis sur Microsoft, je crois que Microsoft, ils n'ont plus aucun intérêt à vendre du matériel de la C'est vrai. console, en fait, parce qu'ils se font à chaque fois écraser par la PS5 en Europe. Aux États-Unis, ils vendent un peu plus d'Xbox parce que c'est quand même un pays qui, dans sa façon de consommer, est très patriote. Donc, ils achètent des iPhones parce que c'est américain, des Xbox parce que c'est américain. Ils vont toujours prioriser, ou très souvent prioriser les produits américains. Mais ce qui se dessine pour Xbox, c'est qu'ils ont une telle puissance de frappe avec le Game Pass. Moi, j'ai acheté la Xbox et comme beaucoup, hein, rien que pour le Game Pass. Parce que, en fait, les joueurs qui jouent de temps en temps, ils ont un choix de jeu pour un petit montant mensuel, bon, qui vient d'augmenter, mais c'est vraiment le produit en tant que service, quoi. Donc, c'est un peu faire des économies aussi, de se dire, je vais plutôt mettre mon argent dans des gros serveurs qui puissent répondre à la demande de cloud gaming, plutôt que de continuer à produire. En plus, d'un point de vue écologique, c'est pas forcément le meilleur, mais continuer à produire des consoles de salon que les gens n'achètent pas finalement. Ouais. Donc, je crois que le Game Pass, avec un accès depuis ta télé, je crois qu'il y a eu ça qui a été fait avec un partenaire il y a quelques jours, où l'application Xbox, elle est disponible directement dans la télé. Il y a qu'à relier une manette sans fil et on joue en cloud gaming sur sa télé. Il n'y a même plus besoin de console. Là, comme tu dis, il y a eu le Fire TV qui intègre l'application. On peut l'avoir sur un téléphone, on peut l'avoir sur une tablette, on peut l'avoir partout, en fait, finalement, son jeu de Xbox. Donc, je crois que cette direction, elle est très intelligente et ça dessine aussi peut-être l'avenir du jeu vidéo quelque part, parce qu'on voit que, alors ça, chez les gamers, ça fait tout un débat entre les ventes physiques, les ventes digitales, enfin, les ventes dématérialisées, voilà. Ça fait tout un débat, mais le fait est que les gens, en fait, la plupart du temps, ils achètent en dématérialisé encore, et que on joue beaucoup en déplacement, on est de plus en plus mobile, donc transporter sa console de 4 kilos quand on va en vacances, c'est pas forcément intéressant, alors que juste prendre sa petite clé ou savoir que dans la télé du Airbnb qu'on a loué, il y a déjà l'application, c'est cool. Mm. Donc, je pense que c'est un nouveau produit, la console comme ça, virtuelle, le cloud gaming. Et ils ont tout intérêt à y aller, Microsoft, parce que eux, ils ont la puissance, ils ont l'argent pour avoir les serveurs, et ils ont le catalogue de jeux qui est, avec tous les rachats de studios qu'ils ont fait, ils ont un catalogue de jeux énormissime qui peut largement convaincre le grand public. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, c'est un acteur qu'il ne faut pas enterrer, hein, ça c'est clair. Tu as bien raison.
Merci beaucoup Romain d'avoir participé à l'enregistrement de cet épisode. Alors on peut le dire aussi pour donner un aperçu des coulisses, merci d'avoir accepté un peu au pied levé mon invitation parce que l'organisation de participation n'était pas celle-ci. Donc un grand merci d'avoir répondu présent à ma proposition très au dernier moment. C'était un plaisir en tout cas de t'avoir à mes côtés pour cet épisode de Tech Café. J'espère que je t'ai pas dissuadé de faire des podcasts et que tu as pris aussi plaisir de ton côté. Écoute, c'est la deuxième fois que j'enregistre un podcast. Ouais. Et j'ai été très content de le faire parce que Tech Café, en plus, c'est une émission que j'adore, que j'écoute. C'est un podcast que j'écoute régulièrement. Et je voyais mes collègues y aller, genre Cassim, etc. Je me dis, Ouais. c'est cool et tout. Bah, en fait, je suis vraiment honoré, quoi. C'est comme quand t'es gamin, que tu vois un truc à la télé et tu te dis, j'aimerais bien passer dans l'émission. Et hop, là, tu m'appelles, tu me dis, on y va et c'est cool. En plus, c'est des sujets qui me passionnent, donc c'est toujours hyper intéressant de partager sa passion et d'échanger sur ces sujets avec tes auditeurs. Donc, un très grand plaisir pour moi, en tout cas. Eh ben, merci beaucoup. Le plaisir était totalement partagé. Merci Romain. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, moi, j'écris sur Presse Citron, donc c'est presse-citron.net. J'ai ma page auteur, Romain Witt. Et puis, j'anime aussi la chaîne YouTube de Presse Citron. Donc, une petite recherche et on le trouve. Et sur les réseaux sociaux, moi, comme tout le monde, Instagram, X, toutes les chaînes, tous les réseaux possibles. Je suis présent, plus actif sur X évidemment, comme la plupart des journalistes, j'imagine. Évidemment, et les liens seront dans les notes de l'épisode. Un grand merci. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez dans des podcasts, souvent, dans Tech Café en l'occurrence, et notamment avec le rythme de l'été pour des épisodes spéciaux, mais aussi dans quelques semaines pour un retour avec des épisodes hebdomadaires, toutes les semaines comme leur nom l'indique. On sera ravis de reprendre la saison avec Guillaume Poggiaspala en temps et en heure. On ne sait pas exactement quand, ce sera fin août, début septembre. Et puis en attendant, si jamais vous écoutez l'épisode jusque-là, je vous invite à aller remplir vos devoirs de vacances. Plutôt que de remplir des cahiers passeports, je vous invite plutôt à jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé pendant que la fin de l'épisode se déroule pendant le générique. Vous pourrez envisager de nous soutenir et puis surtout, si jamais vous ne l'avez jamais fait, j'attends votre avis sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict ou les étoiles sur Spotify. Il est question d'ailleurs d'avoir des avis bientôt, prochainement pour les podcasts sur Spotify. Ils ont annoncé ça. Je sais qu'il y en a plein que ça ne ravit pas d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que c'est un canal qui n'est pas agréable. Moi, on a pratiquement que des avis qui sont très enthousiasmants, donc j'espère que ça continuera aussi sur Spotify si la fonctionnalité arrive. Et puis, dernière chose, si vous voulez garder le lien, si jamais vous voulez échanger avec d'autres personnes qui sont probablement avec des centres d'intérêt assez proches des vôtres, et si vous voulez discuter avec nous, je vous invite aussi à aller sur le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord. Le lien est lui aussi dans les notes de l'épisode. Et vous aurez la possibilité de discuter de plein d'autres choses que de la tech et de continuer à avoir un fil de conversation durant l'été. C'est même un endroit où on peut se donner des petits conseils, ou quand quelqu'un a un petit souci, il peut demander un avis. Et avoir quelques réponses, c'est toujours un endroit hyper bienveillant et c'est parfait sur la plage pour lancer l'application sur mobile entre deux moments de repos et deux moritos. Vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil sur la tech et discuter avec les autres auditeurs. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup à toi Romain de m'avoir accompagné pour cet épisode. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.